C'est parti? Ok. Bien. Eh bien, chers amis, merci d'être là. Catherine, Ranou, Vincent Leroux. Et donc parmi nous, il y a un certain nombre d'étudiants. César, Nolwenn, Minkoa, il est là finalement? Il est là. Ilias, pas arrivé encore. Lise et Karim, qui est là, qui ont réfléchi un peu sur votre travail, plus particulièrement, et qui produiront aussi, surtout, suite à ceci, d'ici 15 jours, comme tout le monde l'aura fait pour chacune des séances, se répartissant les rôles, un travail un peu, disons, un retour sur cette expérience, à la fois ce qu'ils comprennent, en quoi votre travail les intéresse, les concerne, et aussi la manière dont ils ont pris la séance et ce qu'ils peuvent en trouver. Voilà. Sur des modalités très diverses, ça je le souligne. On verra bien dans 15 jours, de toute façon c'est eux, comme l'année dernière, qui vont tenir la bride. Alors, je ne sais pas, ah oui d'ailleurs, c'est devenu orangé à l'écran. Bon. C'est plutôt une couleur indéfinissable, framboise, disons, un peu comme le pull que j'avais, mais c'était pas volontaire. Bon, après ça rosit quand on passe une couleur en dessous, mais voilà, peut-être, il y a 3 chapitres, hein, je n'invente rien. Il y a un premier chapitre, je propose, qui traiterait de écosystème refuge, c'est-à-dire votre travail de pédagogie en commun, outre les travaux pédagogiques respectifs qui sont les vôtres dans cette école et peut-être même ailleurs. Et puis, il y a un chapitre qui est consacré plus particulièrement à vos travaux de l'une et de l'un, Catherine puis Vincent. Voilà. Okay. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on ne dira pas tout, évidemment, mais voilà. Alors, peut-être pour, déjà cette chose, hein, écosystème refuge, je le disais déjà l'an dernier, écosystème, est-ce qu'on pourrait comprendre, c'est une question, que écosystème, c'est une base continue qui caractériserait votre enseignement sur une période longue, et que refuge caractériserait, depuis l'année dernière, on le sait, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, mais pour une temporalité peut-être plus courte, une variable annuelle ou biannuelle, ou que sais-je, de cet enseignement. C'est la question, et j'ajoute juste une chose, c'est que ce qu'on peut comprendre ou entendre dans cette affaire-là, c'est que les programmes sont ouverts, je pense à refuge, dans le registre du provisoire, il y a cette dimension du provisoire, du précaire, je ne sais pas comment il faut dire, et les projets sont ouverts au sens d'expérimental. Il y a cette dimension-là, programme, projet ouvert, dans les deux cas. Sans parler de l'environnement, enfin, environnement soutenable, entre guillemets, je mets des guillemets, au sens de continu, c'est-à-dire on est dans un écosystème, donc on est dans une continuité du milieu vivant, etc. Il n'y a pas l'objet architectural. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou... Vas-y, Vincent. Bah, effectivement, on a pensé d'abord à travailler en écosystème en termes de méthode et refuge en termes de sujet. Et pourquoi écosystème? Effectivement, c'est pour être dans une continuité par rapport à l'environnement existant, comme un enracinement. Et ça, c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente dans le dialogue avec les étudiants. Le fait de s'enraciner dans un territoire en termes d'énergie, en termes de matériaux et de communauté aussi. Et refuge, effectivement, c'est une autre temporalité. C'est quelque chose qu'on prévoyait au départ plus bref, et puis en fait... C'était seulement l'année dernière, au départ. C'était seulement prévu pour l'année dernière, et puis on a renouvelé le sujet en prenant le même sujet, parce qu'il nous a semblé que ça avait bien fonctionné la première année. Tu as ajouté quelque chose, Catherine? Non, c'est clair. Très bien. Alors, parce que comme vous êtes deux, c'est bien de temps en temps des prises de parole courtes. Alors, peut-être, juste pour actualiser les choses, je me suis efforcé de le faire, j'ai quand même remanié pas mal de choses. Donc, tu as reçu les documents? J'ai reçu les documents, oui, absolument. J'ai juste indiqué, alors on voit l'homme à la casquette, là, au premier plan, à gauche. Il est très souvent sur son téléphone portable, mais je pense que ça a une relation avec la pédagogie en cours. Je me suis dit ça. Ah oui, non, mais je t'en fais pas. Oh,
Oh, mais pas la mouche. J'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais c'est assez amusant parce que c'est toi qui as fait les photos, manifestement, Catherine. Pas forcément, en fait. Enfin, c'est des profs aussi, c'est un peu tout le monde là. On voit souvent Vincent à l'image, et souvent Vincent est là sur son téléphone portable. Mais d'ailleurs, ils dessinaient avec leur portable, les étudiants aussi, donc tu cherchais peut-être les lieux. Tout de suite, là, par exemple, on voit une étudiante. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais. Voilà. Ah oui, elle a le droit, mais toi, c'était par contre. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est cette affaire? Peut-être je vous montre les 3 images. Ça, et celle-ci. Ben là, c'est à Catherine de dire, peut-être. Oui, donc ça c'est le projet. Au Brésil, on est parti à la fin du semestre avec nos étudiants de S9. La question qui se posait, c'est comment faire avec des gens finalement qu'on ne connaît pas encore, des étudiants dont on ne connaît pas la pratique, un projet collectif et un projet quand même de projet d'architecture. Donc voilà, donc en fait on a proposé de faire des traversées, les transects, là, qui sont des traversées de territoires et de quartiers, enfin d'un quartier particulier qui s'appelait Campo de Elíseos. Campos Elíseos. Voilà. Et donc, on s'est connus comme ça sur le transept. Ah, une définition rapide. Mais tu la connais, la définition. Non, mais j'ai pas préparé. Disons, de façon légère. En fait, ça a un lien quand même avec l'écosystème aussi. C'est-à-dire, c'est une sorte de traversée et on prend compte de l'écosystème que l'on traverse, que ce soit le bruit des mouches, que ce soit les déchets qu'on trouve par terre, les gens qu'on rencontre, les gens qui dorment par terre, les gens qui traversent, et puis même nous-mêmes, avoir conscience que nous-mêmes, nous faisons partie de l'écosystème et nous avons une action sur l'espace que l'on traverse. Donc comment dessiner cette traversée, mais aussi ce qui était nouveau, c'est comment faire un projet, un transect qui soit un transect de projet. Voilà, c'est-à-dire qu'on continue le projet, c'est pas qu'une analyse, on va dire, et ensuite on fait le projet. Voilà, donc comment dessiner et là, ce qui est intéressant dans ces dessins-là, c'est qu'il y a la notion du temps, de la temporalité, du parcours, bien sûr, du déplacement et du temps. Chacun d'entre eux était crédité d'ailleurs d'un mot-clé qui n'apparaît pas ici à l'image, mais... Oui, parce qu'il y avait plusieurs groupes, effectivement. Ce qu'on voit là peut-être sur le tableau d'origine. Oui, tu as bien regardé, c'est vraiment ça. Code, voilà. Complexité, matérialité. Voilà. Et donc il dessinait à plusieurs, évidemment, et puis multimédia, avec le téléphone, en plan, en BD. Par exemple, le document à droite, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'était des terrains, en fait, qui avaient été repérés par les enseignants, qui étaient pour la plupart des parkings extérieurs, dans un quartier qui est quand même assez compliqué. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est aller de terrain en terrain, et que leur transect, c'était d'aller de terrain en terrain, qui n'était pas forcément ce qu'on avait demandé. Donc c'est une autre forme de traversée. Alors je pense que c'est ce groupe-là. Est-ce que non, c'est pas le même. Les étudiants qui sont là. Alors est-ce que c'est ce groupe-là exactement? Non, c'est pas forcément l'image de gauche ne se rapporte pas à celle de droite. Non, mais là j'ai juste pris quelques flashs sur des formes de méthodes différentes, d'approches différentes du projet. Ça faisait un peu penser aux lignes d'air. Oui, bien sûr. Oui, mais on est quand même dans cette culture-là, des lignes d'air, de la dérive, et d'une dérive qui finit par dire quelque chose par la répétition, le passage à nouveau sur le site. Bon, amis étudiants, là, c'est le moment ou jamais. Allez-y. On fait le silence pédagogique, et puis... Comment on représente le son, par exemple, l'acoustique, le son d'un lieu, sans enregistrer. C'est comment on représente par le dessin ce que l'on ressent dans un espace. Vas-y, Vincent, je suis moins synthétique que toi, je trouve. Écoutez, je poursuis parce que... Mais alors, donc ça, je passe juste, ça c'est la fiche pédagogique du semestre avec le nid, justement, le nid au refuge. On voit bien que dans un... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'image que vous avez choisie, c'est une image qui ne raconte pas le nid au sens, comment dirais-je, dans sa virginité naturelle initiale, mais on voit bien que, alors évidemment il y a une dimension aussi critique, parce que c'est peut-être pas très bon pour les becs des oiseaux cette affaire-là, mais enfin disons, les oiseaux font feu de tout bois, si on peut dire les choses comme ça, et donc il y a une forme d'actualisation quand même des enjeux écosystémiques contemporain. On sait bien qu'on fait écosystème avec quelque chose, un environnement, une nature, entre guillemets, qu'on a considérablement transformé. Il ne s'agit pas de revenir au rêve rousseauiste.
du paradis originel qui serait perdu, et ainsi de suite. Alors, je voudrais juste passer là-dessus et revenir un tout petit peu ensuite en commentaire, comme on l'avait fait l'année dernière, je le souligne, mais sur quelques mots un peu clés de votre programme, on pourrait dire, programme pédagogique. Et il y a des mots qui sont soulignés, on ne va pas tous les lire comme ça, et après j'en ai fait une sorte de synthèse. Alors, diversité programmatique, conditions contemporaines, utopie concrète, expérimentale, c'est moi qui ai rajouté milieu, le terme de milieu n'apparaît pas, ça m'a étonné. Ensuite, conditions non modernes, une architecture vernaculaire contemporaine, soutenable, économie faible, expérimentation dans le réel, métier, citoyen, décroissance, désindustrialisation, migrants, autogestion. Et puis les principes écosystème, bioclimatique, économie faible, réemploi, bottom-up. Je poursuis. Méthode, outil, habiter un territoire, vivre avec les habitants, transect, protocole, cartographier, aborder le polytemporel, exploiter le multiscalaire, prévoir l'autoconstruction et l'appropriation de l'espace, organiser des jurys publics, etc. etc. Sans parler de la bibliographie. Alors je reviens là-dessus maintenant. Tac, vous voyez là, j'ai condensé considérablement. L'intitulé, on en a parlé, j'y reviens pas. Un postulat, ce que je retiens principalement, d'ailleurs vous l'énoncez comme tel, hein, c'est bien posé comme postulat, c'est quand même assez fort comme mot. Il y a un postulat qui, globalement, vous amène les guillemets sont les vôtres, hein, enfin, à promouvoir l'idée d'une architecture vernaculaire contemporaine. Est-ce que vous voulez en parler? Qu'est-ce que c'est? Je vais y revenir à plusieurs reprises, en fait. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il s'agit d'essayer de revenir à quelque chose de primaire, d'essentiel dans l'architecture, notamment en allant chercher les matériaux à la proximité du site de construction. Et c'est une façon de renouer avec l'histoire de l'architecture, avec ses fondamentaux. Et il me semble que si on a parlé de postulat, c'était pour essayer d'aller vite sur cette question-là, en refermant la parenthèse moderne et voir la tour, quand tu parles de parenthèse moderne, Bruno Latour, vous voyez. Référence à la tour, et de rapidement aller dans un contrepoint, quelque part dans un opposé de la modernité, par rapport aux fondements modernes. Les modernes étant, si je dois résumer, étant dans l'idée d'un progrès, dans l'espoir d'un ailleurs, dans l'espoir d'une différence, et moi je considère qu'il faut plutôt prendre l'inverse et se dire que non, on est dans la réalité d'aujourd'hui, avec ses problèmes, avec ses enjeux, et une forme de réponse, c'est d'aller chercher des réflexes des évidences d'autrefois, notamment dans les matériaux locaux. Mais pas que, puisque elle est contemporaine, cette architecture vernaculaire. On peut revenir à l'image du nid d'oiseau avec ses capsules en... C'est-à-dire qu'une architecture vernaculaire, ça peut être dans une zone industrielle ou artisanale, ces bâtiments en tôle artisanale qui sont là, mais il y a des savoir-faire locaux qui sont capables en une semaine de mettre en œuvre un bâtiment comme celui-ci. Donc le vernaculaire, ça peut être aussi finalement contemporain, mais c'est plus une logique de trouver sur place ce qu'il y a finalement, plus que le résultat en lui-même de l'architecture en fait. C'est ce qu'on verra dans les travaux, enfin les recherches que tu as faites chez les Inuits, là, ou ce que tu as fait toi dans les faubourgs de Bamako. On n'est pas seulement sur l'architecture de terre et de tôle. Et ce qui est intéressant, cette année par exemple, on a un étudiant qui nous a fait la démonstration que le hangar industriel était une architecture vernaculaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'architecte, elle est construite rapidement, de manière efficace, elle est démontable, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très belle démonstration. Mais moi, il me brûle les lèvres, et c'est aussi un peu la contradiction, la critique empathique, mais disons que j'apporterais peut-être à vous, peut-être à toi en particulier, parce que de temps en temps, on a l'impression que c'est la terre d'autrefois, je caricature un peu, hein.
c'est la Terre d'autrefois, comme si la question de l'actualisation ne se posait pas toujours. Or, elle se pose en réalité. Oui, tout à fait. Mais je pense, par exemple, inévitablement, on pense, quand tu prenais cet exemple-là, on pense au Lacaton et Vassal. C'est-à-dire la maison, la tapis, est-ce que ce ne serait pas du vernaculaire contemporain? Oui, bien sûr, à plusieurs points de vue. Si on prend la définition du vernaculaire, Gilles Perrodin par exemple, il explique que... L'homme de la construction en pierre. Ouais. Il explique que un point commun à l'ensemble des dispositifs vernaculaires qu'il a pu observer, c'est qu'on travaille toujours sur plusieurs enveloppes successives comme ça, comme un oignon avec plusieurs pots. Et c'est exactement ce que font Lacaton Vassal en développant plusieurs épaisseurs de climat jusqu'à l'intimité au cœur du dispositif. Alors peut-être passons à principe du penser dans une économie faible. Là, ce sont également vos mots. Ça, pour nous, c'était important, l'économie faible, parce qu'en fait, on peut faire... Enfin, si on ne parle pas d'économie, on peut faire ce que l'on veut. Enfin, en plus, on est en projet dans une école d'architecture, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, on trouvait que l'économie faible, voilà, ça permettait de trouver un angle de vue sur les projets, en fait. De se poser la question de la provenance des matériaux. Et puis, c'est une façon aussi de penser. Quand on est dans l'économie, c'est pour parler finalement d'écologie. Mais on trouvait qu'économie faible était plus générale, en fait, pour arriver à des questions d'écologie. Je crois que vous renvoyez à Branzi, n'est-ce pas, Andrea Branzi? Oui, par exemple. Et peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus, non, cette relation à Branzi? Branzi parle d'urbanisme faible. Et pour lui, faible, ça veut dire une part de... Ça implique une part d'indécision, une part de non-surdétermination. Non-contrôle. Oui, une part de non-contrôle, et ce qui invite à de l'appropriation derrière aussi. Mais les scientifiques brésiliens, par exemple, avec lesquels on a travaillé, les scientifiques brésiliennes, oui, c'était des femmes d'ailleurs, avec lesquelles on a travaillé, nous ont un peu reproché ce terme de faible, en nous disant que ce n'était pas un mot très approprié, et qu'en plus on travaillait plutôt sur des questions finalement sociales, avec des gens assez fragiles, et que le mot faible n'était peut-être pas approprié. Donc on s'est dit qu'on allait réfléchir peut-être aux mots qu'on allait employer. Elles ont fait des propositions qui ne nous convenaient pas non plus, mais je les ai plus en tête du coup, parce qu'elles ne nous convenaient pas. Mais voilà, on va réfléchir à ce mot-là. Elle trouvait que c'était peut-être un peu choquant, ce mot faible. C'est très intéressant parce que ça renvoie à la manière dont on peut penser le débat social aussi aujourd'hui. Enfin, gilet jaune ou pas gilet jaune, c'est-à-dire il y a des mots qui ont un sens chez nous, qui une fois déplacés, prennent un sens. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut y renoncer pour nous-mêmes? Peut-être pas forcément, mais il ne faut pas être dupe sur le fait qu'ils sont difficilement traduisibles. Voilà. Traductibles. Alors que nous, on le voit comme quelque chose de positif, au contraire. Mais parce qu'on est dans l'économie forte depuis des siècles, on pourrait presque dire. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Il faut que ça fait beaucoup réfléchir. Vos expériences étrangères, à l'une et à l'autre, amènent aussi à réfléchir ça, je trouve. Ben ça engage la question de la décroissance, en fait. Mais qui est un mot tabou aussi, en fait, finalement, décroissance. Tout de suite, c'est revenir aux anciennes techniques, etc. Alors, il faut qu'on fasse assez attention, et on trouvait qu'économie faible, effectivement. Tabou au Brésil, tu veux dire? Non, en France aussi, la décroissance. Oui, mais en France, on peut en parler peut-être plus facilement en France qu'on en parlerait au Brésil. Ah oui, peut-être. Oui, au Mali. Peut-être. Oui. Vous voulez enchaîner là? Vous voulez parler? Non? Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous considérez que ça s'inscrit dans la suite du régionalisme critique ou c'est plutôt l'inverse? Dans le sens où ils utilisent des techniques modernes pour construire, en faisant des typologies locales, ou vous faites l'inverse en utilisant les matériaux locaux, mais en créant d'autres typologies, ou je ne sais pas exactement. Donc vous faites allusion à Frampton, l'hôtel de Frampton. Frampton, il y a plusieurs écoles de Porto. Alors, régionalisme critique, moi, je trouve qu'il n'y a peut-être pas la question du processus de travail, en fait, autant que nous, non, dans le... Il y a quand même la question toujours, finalement, du style et de l'écriture. Alors qu'en fait, nous, l'écriture, ça vient finalement à la fin, mais c'est pas dans un souci d'écriture. C'est plus d'économie faible, de tout ce qui est autour du projet. Alors que quand même, le régionalisme critique, il y a quand même une question très forte d'écriture, je trouve. Enfin, moi, je travaille pas mal sur la Bretagne, où on est dans la question du régionalisme critique, et ça reste une vision moderne, en fait, finalement, de l'architecture. Alors que nous, on n'est pas dans une vision moderne, en fait, je dirais.
Moi, je me sens un peu dans le prolongement du régionalisme critique quand même. Dans le prolongement. Dans le prolongement, mais dans un développement, dans une actualisation. Ce que je trouve intéressant dans le régionalisme critique, c'est que quelque part, ça met tout le monde d'accord. Les architectes modernes comme les architectes écolos, etc. Il y a une espèce de consensus autour de la qualité de ce mouvement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de se rassembler, en fait, d'avoir un socle de conviction commun, quelque part. En revanche, le régionalisme critique, moi j'en fais partie aussi, puisqu'il y a eu plein d'inventaires de projets en Bretagne du régionalisme critique. Donc j'étais vraiment le dernier avec la maison en gare. Là. Mais ce que je trouve, c'est qu'il ne re-questionne pas le rôle de l'architecte. C'est que ça reste quand même l'architecte qui signe, avec son écriture, avec il y a quand même cette idée de l'architecte au-dessus un peu de tout le monde. Enfin, voilà, la position de l'architecte n'est pas questionnée, on va dire. Alors que nous, on est quand même sur cette question de la position de l'architecte dans la société, son rôle social, voilà. Donc, oui, moi je suis assez réservé aussi, je dois dire, si je dois ajouter quelque chose, je suis d'accord sur cette objection que tu fais, Catherine, sur le fait que le régionalisme critique, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une visée économique, politique, au sens plein du terme dans le régionalisme critique. On est plutôt sur un débat qui intéresse les architectes, pour savoir comment associer des références halogènes. On n'est plus dans l'homogénéité d'un référent unique, etc., qui convoque le projet, mais plutôt dans une hétérogénéité de sources, y compris locale, mais pas seulement locale, du reste. C'est ce qui a été dit aussi contre France. Toujours dans une sorte de localisme, etc., mais on se rend bien compte que dans les productions, elles sont beaucoup plus diverses qu'on le croit dans leurs apports. Oui, il y a un côté un peu voie de sortie de la modernité qui essaye de s'en sortir en s'adoucissant, en s'acclimatant, etc. Finalement, c'est plus notre affaire. Enfin, j'ai presque envie de dire, comme vous le disiez tout à l'heure, quand tu le disais, c'est plus notre affaire, l'histoire de la modernité. Mais la question est bonne. Tu as raison, la question est très bonne. Bien sûr, merci de l'avoir posée. Parce que nous, on doit se positionner par rapport au régionalisme critique. Bon, alors, on ne peut peut-être pas tout traiter. Peut-être juste une chose, je dirais, autoconstruction, appropriation. Alors j'ai mis exprès les chevrons, quand je mets double chevron, c'est moi-même qui me questionne, égale point d'interrogation. J'avais déjà fait cette réflexion, cette demi-objection l'an dernier. Là, je l'ai écrit comme vous l'avez écrit dans votre fiche, c'est-à-dire il y avait l'autoconstruction / l'appropriation. Ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord, autoconstruction et appropriation. L'une peut conduire à l'autre d'un certain point de vue, mais c'est bien deux notions qui sont distinctes. Mais qui s'entremêlent, quand même pas mal, puisque l'autoconstruction... Est-ce que je peux préciser ma question? Ah pardon, je crois qu'il fallait répondre. Non, mais excuse-moi, vas-y. Non, mais parce que dans l'une, il y aurait quelque chose qui consisterait à dire, moi, architecte, je me départis, je me déleste de ma capacité à concevoir jusqu'au bout et surtout à diriger la construction, autoconstruction. Et de l'autre côté, moi, architecte ou expert, je conçois et je construis, mais je laisse une place à une appropriation future. Donc il y a quand même une forme d'émaîtrise ou d'immaîtrise qui est plus marquée dans le premier cas que dans le second, semble-t-il. Non ? Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, c'est dans ce sens-là que tu dis ça. Il me semble, hein. Moi, je m'étais dit que l'appropriation, c'était... L'autoconstruction, c'est commencer l'appropriation encore plus tôt que prévu et ne pas positionner le commanditaire comme un commanditaire, le positionner aussi comme un acteur du projet qui va fabriquer. Alors, prévoir l'autoconstruction, je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, tu dis c'est ne pas maîtriser le chantier jusqu'à la fin, etc. Mais en même temps, c'est peut-être mettre en place autant de travail, mais plus en amont, pour que le projet ne soit pas, dénaturé, c'est-à-dire qu'il faut anticiper le fait qu'il va y avoir des prises de décision qui ne seront pas les nôtres. Mais ça ne peut pas être le même projet. On ne peut pas faire un projet et se dire, après, il va être autoconstruit ou il va être construit avec des entreprises. C'est vraiment faire projet différemment. Je crois que c'est ça qu'on veut dire. Et donc, c'est anticiper le hasard. Enfin, anticiper le hasard. Est-ce que ça se dit d'anticiper le hasard? Que le projet puisse faire face à un accident, à un incident, à des changements, en notre absence, en fait, finalement.
Mais si on prend un cas extrême, enfin, c'est même pas un cas extrême, hein, dans les années de la reconstruction après la guerre en France, il y a eu cette expérience par exemple des castors. Oui. Les castors, typiquement, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on invitait les gens avec leur savoir-faire d'artisans, pas que, hein, du reste, d'amateurs, de bricoleurs, on pourrait presque dire, avec très peu de moyens, de construire leur propre maison. Alors, ce que je ne sais plus très bien, il me semble qu'il y avait quand même une sorte de boîte à outils, on pourrait presque dire. Il y avait quand même des matériaux qui étaient possibles, d'autres qui ne l'étaient pas par définition, et peut-être des règles qui étaient proposées, une sorte de règle du jeu. Il y avait même des tirages au sort pour avoir les logements. C'est-à-dire qu'en fait, ils construisaient les logements et à la fin, collectivement, il y avait un tirage au sort pour distribuer les maisons. Pas dans tous les cas, mais ça se faisait. Et ça, c'est hyper intéressant, cette question-là. C'est-à-dire qu'on construit pour les autres, même si ce sont, pour la plupart, des petites maisons individuelles. Il n'y a eu qu'un immeuble de logement collectif, je crois, qui a été fait en Castor en France. C'est considérablement différent d'une démarche qui consisterait à dire je te fabrique la maison, le gros œuvre, je t'amène les flux, etc. Et après, tu fais le reste. C'est quand même bien. Enfin, il me semble que c'est. Oui, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça invite à utiliser des matériaux différents aussi. C'est-à-dire que. Quoi? Qu'est-ce qui invite, pardon? De finir un logement, par exemple. L'appropriation. Oui, ou de finir la construction, de ne pas terminer le chantier et de laisser le soin aux futurs usagers de le finir. Je pense que ça ouvre la porte aux matériaux plus sains, que les gens ont envie de travailler en fait. Je pense que c'est plus agréable de travailler une cloison en terre-paille que en placo, peinture, ponçage, etc. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est un nouveau chemin, ça. Ça va jusqu'aux questions de la santé, en fait. Oui, de la santé des gens qui vont construire. Et là, c'est à la fois les commanditaires, les habitants, ceux qui vont construire. Et en général, même, ils sont beaucoup plus au courant que les architectes des matériaux de construction qui sont bons pour la santé. Voilà. Donc il y a aussi un échange, je trouve, de savoir-faire avec ces gens-là qui vont nous dire « Ah non, mais moi j'ai passé 3 semaines sur Internet à trouver où trouver la paille. » Enfin, nous, on n'a pas non plus ce temps-là, finalement. Et donc on apprend des choses. Donc pour moi, c'est aussi un échange de savoir-faire et une bienveillance sur la santé des gens qui vont construire. Qui, même si nous, c'est dans les normes, c'est un petit peu nouveau de le toucher d'aussi près, moi, je trouve, avec l'autoconstruction, quoi. Ouais, puis, enfin, voilà, aussi, ça permet de faire participer les enfants aussi, donc il y a une façon d'être au contact de la matière qui est beaucoup plus démocratique, ouverte. Donc là, forcément, on s'adresse à des formes de commande un peu particulières, on est d'accord aussi. Ah ouais. Là, on est globalement, sans l'avoir dit entre nous dans les chambres, on est en train de parler plutôt de la question de l'habiter, du logement, plutôt là-dessus, d'une part, et d'autre part, de relations avec une clientèle, disons avec des gens, des interlocuteurs qui sont désignables, on sait qui c'est, on n'est pas dans le logement social, par public ou privé, et enfin, des gens qui ont potentiellement le temps de s'investir et la capacité à le faire. Ben oui, le temps, parce qu'on est dans des questions sociales, c'est effectivement des gens qui peuvent être au chômage ou des gens, il y a une personne du couple qui travaille par exemple, qui n'est d'ailleurs pas forcément ni l'homme ni la femme, c'est variable, mais il y a une sorte de temps comme ça qui peut être du coup valorisé, et de temps à la maison entre guillemets, ou qui peut être valorisé dans la construction, donc ça c'est assez intéressant. Et on a le cas là, à Dunkerque d'un projet là, qui va se faire avec des jeunes architectes. Et, bon, je travaille un petit peu avec eux sur le projet en rue. Et là, ce sont 20 logements sociaux qui vont être construits avec des habitants, mais pas forcément pour eux, mais en autoconstruction avec des habitants, voilà, qui ont ce temps, en fait. Voilà. Ça pose quand même aussi la question de la rémunération. Bien sûr. Hein, voilà. Donc quand c'est sa propre maison, il y a une rémunération indirecte. Quand ce sont des logements ensemble, collectifs, et bon, voilà comment, voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place, savoir comment on finance tout ça et comment les gens sont quand même peut-être rémunérés d'une façon ou d'une autre. C'est bien qu'on parle à l'école de cette expérience-là. Ben, j'ai envie d'en faire un terrain de recherche aussi pour l'école. Alors peut-être là, on est obligé d'aller un peu en avant là, si on peut dire. Est-ce qu'il y a une réaction? Du coup, en fait, moi, c'est plus par rapport à... Vous avez parlé de réglementation.
Et en fait, ça vient un peu, contrecarrer un peu l'idée de l'appropriation aussi des fois. Par exemple, vous avez parlé des cloisons qui sont pas en placo et qui sont avec la terre et paille. Et en fait, par exemple, si on regarde des normes incendie, peut-être que ça va pas vraiment coïncider avec ce qui est attendu ou pas. Une réponse? Non, il n'y a pas de problème avec les questions d'incendie. En fait, la terre protège la paille et ça rend le tout complètement inifugé. Puis sinon, on parle des assurances finalement aussi, puisque nous, architectes, voilà. Et là, quand même, l'AMAF, les assureurs essaient maintenant de s'adapter. Si on a fait un stage, par exemple, en paille, en terre, ils peuvent garantir parce qu'on a fait le stage. Donc c'est intéressant aussi, ça pose la question de la formation continue des architectes, en fait, qui est obligatoire maintenant, mais qui ne l'était pas il y a encore quelques années. Et à partir du moment où on a fait ce stage, l'AMAF va nous assurer, quoi. Donc voilà, c'est en train de bouger quand même pas mal, quoi. Mais en revanche, l'autoconstruction, où toi tu disais l'autoconstruction où on laisse une place et ensuite ils terminent, il y a aussi l'autoconstruction, ce qui a été mon cas sur une maison, où ils construisent tout eux-mêmes. Bon, alors là, ça pose... et la structure, parce que nous, on est pas mal quand même sur la question de la structure responsable. Voilà. Donc là, il y a des histoires de, voilà, si la maison fait moins de tant de mètres carrés, alors maintenant c'est 160 maintenant, ça a baissé. Non, je ne sais plus. Il n'y a pas besoin d'architecte, il n'y a pas besoin d'architecte, donc ça veut dire qu'on fait peut-être notre travail, mais on n'apparaît pas sur le permis de construire. Bon, il y a des astuces à trouver qui sont encore à mettre en place, mais petit à petit, je pense que ça va être de plus en plus possible, mais on est obligé de trouver un petit peu des astuces pour que l'architecte ne soit pas forcément responsable. Mais ça pose aussi quand même la responsabilité des habitants qui n'ont pas de garantie décennale, on n'est plus dans la logique de l'assurance, on est dans d'autres logiques. Peut-être plus du refuge, de la survie peut-être entre guillemets, presque aussi, quand on est dans l'autoconstruction. Excusez-moi, au niveau des 20 logements sociaux qui ont été réalisés. Ils ne sont pas réalisés, hein. On démarre en fait, on monte, le projet est en train de se monter près de Dunkerque. Ouais. Et qui finance l'opération? Ben là, ça va être un bailleur. Ouais. Ça va être un bailleur social. Et on est dans ces questions de responsabilité. Alors il y aura financement de l'État, de la ville, enfin il va y avoir tous les financeurs possibles. Mais c'est un projet en rue énorme où ils vont détruire énormément de bâtiments à Tétéghem, et on a réussi à proposer d'essayer de faire 20 logements qui ne seront pas détruits et qui seront transformés par des habitants en autoconstruction. Mais c'est très en amont là. C'est super intéressant, c'est que dans ce débat, ces questions qui sont tout à fait pertinentes, je trouve intéressantes, c'est que ça veut dire que cette forme de démarche amène aussi à une forme de créativité juridique. Mais bien sûr, je crois que Bouchin, il parle de ça depuis le début, au-delà de l'esthétique de son travail, c'est surtout ça. Bien sûr. C'est surtout ça. Alors peut-être je me permets de passer au deuxième temps un peu, autour du travail de Catherine plus particulièrement, juste pour dire que les sources principalement ce furent celles-là, et d'ailleurs vous pouvez vous y référer. Alors il y a d'une part sur le réseau document d'artistes, on trouve... Ouais, c'est des DAB, mais ça, en fait c'est des sites qui sont faits pour des artistes, mais ils choisissent les artistes, c'est-à-dire c'est pas une démarche commerciale, c'est lié au parcours des artistes, donc il y a ça à Marseille, il y a ça à Lyon, il y a... C'est en Bretagne. DDAB, document d'artistes Bretagne. C'est la notion de documenter le travail des artistes. Donc ça, c'est assez intéressant. Ah oui, DDAB. Voilà. Et d'autre part, il y a cet autre site. Alors là, c'est plus particulièrement ton site à toi, celui-là. Ce sont des œuvres en ligne. Il faut le prendre comme des œuvres. Ça pourrait être des livres, des bouquins, des films. Ce sont 3 œuvres en ligne, en fait, qui ont été faites au fur et à mesure d'un déplacement. On va y revenir. Je souligne juste ça, je le fais systématiquement. J'indique les sources principales. Alors, quand on investigue cet atlas, cette matière considérable, on tombe là-dessus. Ça, je l'avais déjà relevé l'année dernière. Avec une faute d'orthographe que je n'ai pas corrigée, je crois que tu m'avais dit. Ah oui, c'est vrai. De Cache-Franck. Oui, il y avait un auteur que je ne connaissais pas. Un designer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais relevé le fait, les couleurs sont miennes, si on peut dire, le fait qu'il y a un peu 3 mondes disciplinaires qui s'expriment. Les artistes, l'art, l'architecture, de près ou de loin, c'est architecture, design, etc. Perriand, Prouvé, par exemple. Et ce que j'ai appelé les humanités au sens large, parce qu'il peut y avoir aussi bien des philosophes, que des paysagistes, que des sociologues, et ainsi de suite. Ça, c'est quand même déjà intéressant à souligner. Et puis, immédiatement après, alors je pense, des textes manifestes, une fois encore, un texte qui vaut comme un manifeste, pardon. On peut en lire quelques fragments.
Mon travail consiste aujourd'hui à comprendre, dis-tu, ce qui se déroule dans un lieu, un espace bâti au sein même du groupe humain qui l'occupe, puis à décontextualiser ce travail et le revendiquer en tant qu'œuvre. À la façon d'une scientifique, je relève, mesure et inventorie avec mes protocoles et unités de mesure. À la façon d'une architecte, j'analyse l'espace construit, son rapport au paysage et aux usages. À la façon d'une artiste, je décide délibérément d'intégrer de l'usage dans mon travail plastique et d'être acteur ou actrice engagée dans la fabrication ou la construction, dans son sens le plus large, de notre territoire et de son habité. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis ensuite on voit qu'il y a un travail qui est en résidence, plusieurs résidences. C'est comme ça que je travaille en fait. Oui, donc ça on va y revenir. Et puis ce travail important dans ce contexte-là, l'une d'entre elles, etc., est plus récent, disons, que celui de l'Agence internationale, on va y revenir aussi. Mais peut-être dans un premier temps, souligner cet entrelacement de trois approches, trois directions de travail. Alors tu n'es pas, à ma connaissance, une scientifique au sens scientifique dur, mais disons, tu empruntes, et c'est tout à ton crédit, mais tu empruntes aux scientifiques, dis-tu, une entreprise de la mesure et de l'inventaire, à l'architecte sa faculté d'analyse, c'est ce que j'ai retenu là, et à l'artiste sa capacité, évidemment on peut permuter aussi les choses dans une certaine mesure, sa capacité d'user au sens de faire usage et de fabriquer, d'être directement sur, comme on le voit très bien autour de nous, les artistes qu'on peut fréquenter, que je fréquente moi aussi, etc., je vois très bien qu'ils sont tout de suite en prise avec comment je fabrique mon bazar. Ouais, plus que l'architecte. Oui, bah, c'est aussi une question d'échelle. Bon, je pense que c'est important. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Non, enfin, c'est assez clair, ça me résume assez bien. Enfin, c'est l'artiste aussi qui prend le parti de faire aussi comme l'architecte, c'est-à-dire d'inclure de l'usage. Oui. Hein, c'est ce que tu as mis. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas dans cette question d'usage, et je comprends très bien aussi. Mais moi, à partir du moment où j'inclus des questions aussi sociales, etc., en fait, finalement, il se pose assez vite la question de l'usage. Donc c'est très très particulier. Et le régime des résidences, mais tu vas en parler après? On va en parler. Ouais, vas-y alors. Alors peut-être ce qui est important, ce qui me semble important aussi, c'est de voir plusieurs modalités de projet, en fait. On appelle ça 3 modalités. Enfin, je ne sais pas si c'est 3, il y en a peut-être plusieurs, mais par exemple en haut à gauche, on voit peut-être pas très bien, mais ça fait sans doute sens pour certains d'entre vous qui ont peut-être joué à la Villette, il n'y a encore pas si longtemps. Mais vous avez... Ah, bah voilà. Alors, tu m'intéresses parce que j'ai un projet de film sur tous les jeunes qui ont été... La route de hamster, ils l'ont changé, c'est des nouvelles maintenant. Bah, si, il y en a toujours, mais elles sont plus rondes maintenant, elles sont à face sec. Vous ne l'avez pas gardé pour votre jardin, non? Ils les ont gardées. Vous ne l'avez pas gardé pour votre jardin? J'adorerais aller là-bas uniquement pour ça. Bon voilà, donc j'ai un projet de film là-dessus, parce qu'en fait ça me touche énormément aujourd'hui d'avoir des étudiants qui ont été enfants dans ce parc. Mais on en reparlera, il faut que je garde tes coordonnées du coup. Donc en fait, c'est peut-être une partie plus ancienne de ton activité, celle-là, dans le sens où tu étais associée à Isabelle Devin. Isabelle Devin, oui. Et mais disons, il y a une entreprise de maîtrise d'œuvre plus classique, si on peut dire. Oui, carrément. Oui. Donc qui a consisté marché public. Hein. Marché public. Dans le cas présent, à faire un jardin thématique dans le cadre du parc de la Villette. Un jardin pour enfants, disons. Enfin, disons une aire de jeu, disons les choses. Alors, j'emploie pas le mot air, voilà, justement. Enfin, c'est pas la ligne d'air, c'est l'air AIRE. Donc, c'est plutôt des espaces de jeu. Voilà. Mais donc, on en a pas mal parlé dimanche matin. Et, la question se profile. Bah oui. Et ce qui était intéressant, c'est que je l'ai réalisé. J'avais peut-être 25 ans, c'est mon premier projet, et j'ai travaillé dessus pendant une dizaine d'années sur la question des normes justement et comment un espace de jeu avec de la prise de risque on revendiquait nous en tant qu'architecte en fait. Comment on arrive à intégrer des normes dans un espace comme celui-ci. Et il y a un petit texte que je leur ai envoyé qui raconte ce que tu es en train de dire, ce passage de ces commandes publiques exemplaires, quand même très parisiennes, à ensuite le passage au vernaculaire, un travail plus local et le changement aussi de vie, de lieu en tant qu'architecte avec des activités très très différentes et qui sont liées à des contextes complètement différents de commandes. Donc voilà. Et l'autoconstruction, c'est là où j'en suis, je dirais, aujourd'hui. Donc c'est intéressant que tu montres d'où je pars, finalement, même si c'était idéal et très intéressant comme travail, pour arriver au lâcher-prise, en fait. Oui, c'est-à-dire, en fait, sur on va vous laisser la parole, mais sur deux
deux situations différentes. À droite, on est plutôt, si je comprends bien, hein, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inventaire, ou en résidence au Nunavut, au nord du Canada. Tu repères des formes de construction vernaculaires, contemporaines, de chasseurs-pêcheurs. Tu es d'accord sur le vernaculaire contemporain? Ça va. De chasseurs-pêcheurs qui ramènent tout ce qui a sans doute échoué sur le rivage et qui était aussi dans les stocks de... Ouais, c'est plutôt arrivé en container, par les porte-containers qui ont échoué sur le rivage. C'est ça. Ouais. Et en bas à gauche, c'est un peu différent parce que c'est, disons, on n'est pas chez... Alors c'est du latapi très, très spécial. Mais tu as donné un conseil. Pourquoi tu as choisi celui-là? C'est pas moi qui l'ai dessiné. Non, en fait, je peux expliquer. C'est assez drôle. En fait, explique ce que c'est. Oui, parce qu'il y a une première maison, tout en autoconstruction, qui est faite avec des containers. Il y a des premières années, d'ailleurs, avec Marc Guillet, qui ont analysé cette maison. Et cette personne-là, qui avait vraiment rien du tout et qui était quasi à la rue, je lui dis, écoute, va visiter cette maison que j'ai faite, et tu la copies et tu la colles. Et tu fais exactement le même principe. Voilà, donc je lui ai juste fait un détail en coupe. Cette partie-là ne le montre pas vraiment, mais un détail en coupe qui montre qu'il y a une plateforme, une couverture, et on vient glisser dessous, voilà, quelque chose. Et c'est pas terminé, hein, parce qu'après il a refait les façades en bois, etc. Là on est sur une certaine... Mais en disant, voilà, tu peux reproduire la démarche. Donc il avait ce petit bâtiment-là préfabriqué, là, et puis au fond, le mobil-home, pardon, et tout au fond c'est un truc à légumes, c'est isolé, là, c'est des sortes de wagons frigorifiques. Voilà, donc c'était plus des containers, c'est moins chic, entre guillemets, dans l'imaginaire moins marrant, mais en fait c'est quand même la même chose, en plus c'est déjà isolé, donc c'est pratique. Bon voilà, donc il a fait un copier-coller, dans la démarche, on va dire, voilà, mais... En fait, je n'aurais pas grand-chose à dire dessus, hormis que on a fait l'interview justement juste devant cet espace de jeu. Et c'était très intéressant de voir, c'est Catherine Ranoux qui a choisi le lieu et de faire cette interview justement un peu à l'origine de votre travail pour parler de ce que vous avez fait ensuite. J'ai pas compris, vous avez fait l'interview là? Juste au niveau de l'espace du à gauche là? En haut, à la Villette. Non, à la Villette. Ah, à la Villette, d'accord, voilà, j'étais en bas. On a fait devant l'espace de jeu. Ah, très bien. Voilà, c'est tout, c'était très intéressant en fait. Vous avez tourné? Oui. Oui. On avait en fait le jardin en fond. Et l'interview avec Catherine Ranoux juste devant. Vous étiez là tous les 6? Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Il y avait du monde. Et Lucas n'était pas là, vous ne l'aviez pas invité? Il n'était pas dans la rue de Amsterdam. C'est bien, c'était fermé. Il était quand même 8h30 dimanche matin. Très bien. C'est tout? C'est tout. Alors peut-être j'avance un peu. L'agence internationale. Il y a une majuscule à l'international. Ah, et c'est moi qui ai dû faire une erreur quelque part aussi. Ah ben oui, c'est ton texte. C'est peut-être moi. Moi je me suis contenté de surligner des choses, comme mon habitude. Donc une agence d'architecture et d'espionnage, attention, qui inventorie et revendique sous son nom les constructions existantes, des projets sans auteur connu, comme objet technique, objet d'expérience, de réalisation de soi, SOI, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou de survie. Cette agence déplace ses projets dans les champs de l'architecture ou de l'urbanisme via l'édition, l'exposition ou la performance. Elle est à dimension variable. Elle invite des photographes, critiques, chercheurs, etc. à y contribuer en tant que membre ponctuel. Alors, évidemment que tu vas expliquer un peu, mais j'avais ceci, déjà l'an dernier, donc à gauche on reconnaît mon groupe musical. Oui, c'est le groupe des vieux, ça. Et moi j'adore. Est-ce que vous les connaissez ou ça Bah évidemment. Ah quand même, ça vous aimez Bah oui. Non, mais je rigole. Voilà quelque chose qui nous rassemble. C'est le point de connexion avec... Voilà, c'est ça. C'est le point... Voilà, c'est ça. C'est le point de connexion, en fait. Absolument non, tu as bien choisi. Bon, alors après, évidemment, Anonymous. Oui, si tu veux. Et puis ensuite, on reconnaît Catherine Ranoux. Voilà, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et alors, en fait, évidemment, il y a une sorte de paradoxe dans cette affaire. C'est-à-dire que... Bah oui, il y a un paradoxe, il y a un point critique. C'est-à-dire, d'une part, mais tu vas en parler, d'une part, tu exploites au sens premier du terme,
des objets qui sont anonymes, qui sont non crédités, qui sont vernaculaires, etc., et que tu invites à intégrer le champ, disons, sacré, ou disons, consacré de la discipline architecturale, si on peut dire, c'est un peu le jeu quand même. Mais en même temps, il y a cette dimension de l'anonyme, alors c'est peut-être pas aussi chic que les anonymous qui sont haut à droite, mais de l'anonyme, mais quelque part, tu les authentifies, quelque part, toi, tu es présente, et pas seulement toi aussi, les critiques qui sont invités, etc. Donc c'est à la fois non signé au départ, mais ça finit par être signé. Je ne parle pas simplement du vol, mais c'est ambigu quand même, cette affaire-là, non? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors oui, le vol, c'est quand même un peu fort, parce que soit les autoconstructeurs, je les connais, par exemple, je les rencontre, et j'ai fait un film, par exemple, qui s'appelle Les autoconstructeurs, la poésie du détail, où ils expliquent justement le poulailler là-haut, voilà, comment ils ont fabriqué. Donc sans auteur connu, c'est pas forcément forcé, mais ils ont conscience que ça va être dessiné par des architectes, etc. Mais ils ne sont pas dans la question de l'auteur, ils sont dans la question du refuge, de la nécessité, et c'est pas du tout ça la question. Donc il n'y a pas une notion de vol, il y a plutôt une notion de valorisation du travail, en fait, que de vol, en fait. Non, mais vol, le mot est mal choisi, mais par exemple, ce qui est certain, c'est que ces gens-là ne se posent pas comme des auteurs, qui ont fait le poulailler, mais toi, tu es auteur. C'est l'agence internationale. Oui, enfin, je suis artiste, effectivement, qui a mis en place le protocole. Quand même, elle existe indéniablement, quand même. Oui, mais qui est une façon de le ramener dans le champ, justement, de l'architecture, de l'urbanisme, le plus traditionnel possible, on va dire, enfin, de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même un auteur de projet, quoi. Donc c'est pour les ramener dans la notion de projet architectural. Voilà. Après, c'est pas une histoire effectivement d'ego ou de choses comme ça. Et moi, je vois pas trop de problème là-dedans, justement, de le faire redessiner par des architectes. Ça devient comme un modèle, en fait. Et comme on copie beaucoup et depuis longtemps, et la copie est une façon de comprendre les choses, recopier ça, finalement, c'est une façon pour les architectes aussi de comprendre comment ça a été fait. C'est une façon de les mettre en valeur. Ah oui, complètement. C'est pas l'unique objet, hein, mais oui, c'est plutôt de les faire apparaître. Et c'est vrai que le dessin, du coup, qui est un dessin codé, je les encode en fait. C'est une façon, comme un encodage, par la façon de dessiner de l'architecte, quand même par un logiciel très très trivial qui est quand même SketchUp. Mais ça, c'est dessiné soit par moi-même, soit par d'autres architectes. C'est pas des graphistes, par exemple, parce qu'à un moment, quand je l'ai fait, on m'a proposé des graphistes. Et je dis non, moi, je veux des gens qui savent construire et qui vont, comme l'autoconstructeur, aller chercher des produits préfabriqués déjà dessinés sur SketchUp, les associer, et finalement la démarche de dessin correspond aussi à la démarche de l'autoconstructeur quand il a construit son projet. Ce que vous soulignez juste, mais j'arrête là, mais c'est qu'on est dans le non-marché au départ et on bascule dans quelque chose qui s'apparente à du marché, un marché de l'art en l'occurrence. Alors moi je ne suis pas tellement dans le marché de l'art finalement, puisque j'ai choisi d'avoir d'autres sources de revenus, on va dire, que de vendre mes projets. Donc je suis plutôt dans les notions de résidence où je suis sur place et je suis effectivement rémunérée pour vivre de moi quelque part, ça c'est vrai. Mais la logique de vendre des œuvres, alors c'est vrai que le FRAC, j'en ai vendu au FRAC, effectivement, mais c'est quand même dans une vente par rapport à des lieux quand même publics et pas privés. C'est pas le marché de l'art privé, on va dire. C'est plutôt un marché de l'art régional, public. Donc voilà. Oui, oui. Alors je propose de montrer, alors peut-être revendiquer, on peut dire ceci rapidement, revendiquer des projets d'économie faible en utilisant les outils d'encodage, entre guillemets, de l'architecte. C'est aussi réenvisager le rôle de l'architecte dans une société en crise, son rapport à l'autoconstruction, on y revient, au lâcher-prise, au rapport habitant architecte-auteur-constructeur. Il s'agit de questionner l'habitat informel et les quartiers entiers qui peuvent se construire malgré l'environnement législatif et normatif contraignant de nos sociétés développées. C'est un résumé un peu de ce qui vient de s'échanger. Ah ouais, tu choisis bien à chaque fois, je trouve. Oh. Je ne sais plus où c'est ça. Alors après, je passe à ces étapes en fait. Donc là, on est à l'Agence internationale, le projet que tu avais commencé à développer au FRAC Centre, au FRAC Nord-Pas-de-Calais. Ex-Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. Ouais, c'est Hauts-de-France maintenant. Grand large Hauts-de-France. Gardons Nord-Pas-de-Calais. Moi je préférais. Je suis de là-bas, je préfère ça. Voilà. Honnêtement, et je ne suis pas le seul. Et donc le bâtiment de la Caton-Vassal. Et en fait, ce qui est intéressant, là j'ai relevé les 3 étapes un peu que tu proposes, si j'ai bien compris. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle fait. Étape 1, artiste en résidence. Mon travail d'artiste et d'architecte s'attache, etc. Je vais le lire. Aux questions de la colonisation des territoires par les constructions humaines. Mon travail artistique s'entreprend, dis-tu, dans des contextes de résidence de plusieurs mois lors de traversées maritimes.
J'essaie de comprendre ce qui se déroule dans un lieu, un espace bâti, au sein même du groupe humain qui l'occupe, puis je décontextualise ce travail et le revendique en tant qu'œuvre. Je tente d'épuiser un lieu, de capter ce qui, petit à petit, a fait qu'un espace, etc. Et donc, ce que je soulignais, c'est, dans le sens premier du terme, c'est un double travail d'acculturation. Acculturation de toi-même, puisque tu te déplaces et tu te mets dans un milieu que tu ne connais pas au départ, et acculturation de ce milieu, puisque tu prends des objets que tu saisis et que tu ramènes dans le lieu d'exposition. Voilà, ça, c'est des déplacements. Quoi. Déplacement. Deuxième étape, résidence sur les territoires dunkerquois, ou ailleurs, c'est un exemple. En tant qu'artiste, je crée ainsi depuis une vingtaine d'années une documentation qui rassemble détails de construction, relevés de petits habitats précaires, astucieux, abris scientifiques, mobilier, voire quelques clapiers bioclimatiques. Donc je relevais le clapier bioclimatique, ça c'est mieux. Et donc je relevais cette entreprise de documentation qui est importante. Ça te fait rire? Ben oui, parce que ça, je me moque de la cité radieuse de Le Corbusier. Enfin, je peux aller très vite, c'est une anecdote, mais quand j'ai fait le film avec cette femme qui explique son bâtiment, son poulailler, son clapier, juste avant, mais c'est la malice aussi des gens qui filment, je discute avec elle de la cité radieuse, mais je savais un peu où je voulais y aller. Et je lui dis, tu l'as visité, tu connais? Il me dit, oui, je vois bien, je suis allée à Marseille, tout ça, etc. Pof, et puis on filme, et après... Et ben hop, elle dit oui, en fait il y a des sortes de pare-soleil, et puis du coup ça protège quand même les lapins et ça crée une ambiance. Et en fait elle reprenait un peu la conversation qu'on avait eue juste avant au sujet de Le Corbusier, quoi. Donc c'est pour ça que je parle de poulailler bioclimatique. Elle parle de différence de niveau, etc., comme la coupe de Le Corbusier, quoi. Donc voilà, ce qui est un peu vrai. Et puis il y en a qui vont dire que c'est des clapiers, les logements de Le Corbusier, donc, ou des modernes. Donc c'est un peu une critique du monde moderne. Donc ça c'est la deuxième étape. Et troisième étape, ici, étape 3. C'est à droite. La scénographie privilégie sous forme d'inventaire une mise à plat des ressources qui donne à l'exposition des allures de bureau d'architecte présentés sur des tables. Les éléments font l'objet d'un travail d'association, de montage et d'annotation. Ils sont mis à disposition de nouveaux usages ou bien d'autres questions. Donc je relevais ces deux mots, inventaire et montage. Et alors donc là j'ai fait une sorte de petite allusion à la scénographie de Herzog que je cite, enfin c'est une citation, je la recopie. Là en haut à gauche, tu veux dire ? Ah oui, absolument. Oui, je pensais que c'était moi qui avais amené cet élément. Non, ça part de là, en fait, l'expo part de là, non mais c'est bien. Une expo magnifique au Pompidou. Et donc je faisais cette relation, en fait, évidemment. Vraiment. Avec l'atlas de Warburg qu'on a déjà montré ici, peut-être même aussi en séminaire, parce que ça nous parle aussi des constellations, mais je cite juste cette première phrase et puis je laisse tomber la suite de Didier Huberman. J'ai choisi de considérer, dit-il, certains documents comme autant d'œuvres en acte, certaines œuvres comme autant de documents de travail. Ben voilà. Et j'avais relevé ces opérations dans un enseignement que j'ai mené il n'y a pas si longtemps que ça, loin d'ici. Inventorier, identifier, classer, agencer. On n'est pas très loin des opérations que je propose. Et le montage, c'est vrai que la question du montage, si vous écoutez Godard... ça peut être monté. Voilà, c'est ça. Donc si vous écoutez Godard ou les gens qui font des documentaires fiction et choses comme ça, le montage, c'est le moment où on écrit le film. Voilà, c'est pas avant en fait. Alors, pris par un peu de temps, mais en même temps, on ne va pas traiter de toutes ces résidences, on va laisser aussi maintenant le travail de Vincent. J'en ai retenu une et demie là pour les raisons de la cause. Donc, tu as été au bout du monde, enfin, c'est quand même merveilleux ces histoires-là, enfin, ça fait une envie immense quand on voit ça. C'est incroyablement bien documenté, je le souligne, enfin, le site est quand même remarquable, vraiment intéressant. Je vous invite à y aller voir parce que ça donne à penser, je ne sais pas dans quelle mesure tu as toi-même contribué, sans doute pour une large part, mais à penser la structure du site lui-même, mais c'est intéressant vraiment, alors on ne peut pas le montrer là, ça nous prendrait trop de temps. Disons, il y a plusieurs entrées qui nous permettent de circuler entre des images, des textes. Souvent, c'est sous forme d'échange entre toi qui es là-bas et d'autres qui sont restés ici. En fait. Et vous échangez sur tes expériences, etc. Toi-même, tu dis des choses et eux-mêmes renvoient ce qu'ils... C'est mon moteur pour écrire, en fait. C'est de me dire qu'il y a des interlocuteurs identifiés en face.
et qu'il y a cet élan de l'envoi et de poster quelque chose. Sinon, on peut faire une traversée pendant un mois et puis qu'est-ce que je fais. Donc quand je rentre, l'œuvre elle est produite en fait aussi. Il y a ça qui est intéressant. D'où cette relation que j'ai faite là entre le travail de Sophie Calle, double jeu, et ce Bruno Latour sur ça des deux côtés. C'est bien. Donc on est vraiment sur des protocoles d'enquête, et l'enquête qui est aussi un lieu à la fois de la documentation et de la fiction, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, la fiction, elle est venue petit à petit. Le premier, en Antarctique, il n'y avait pas de fiction au départ, et j'ai trouvé que j'étais finalement pas assez libre et que je me prenais un peu les pieds dans le tapis parce que je révélais des choses qu'on me reprochait de révéler, par exemple. Donc je sentais que ma liberté était peut-être un peu affectée et que c'était peut-être pas très malin de ma part aussi de mettre peut-être des gens en porte-à-faux. C'est vraiment des détails et des choses vraiment sans importance, mais pour certains c'était très 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 important. Et quand on me l'a reproché d'ailleurs, je leur ai dit écoutez, j'ai pas parlé de sexe et j'ai pas parlé de sécurité. Donc j'estimais que déjà je parlais pas de tout, quoi. Je m'étais bridée. 32 cas là. Ouais, 32 cas. Mais c'est bizarre, pourtant il y a quand même de la fiction à un moment dans 32 cas. Si t'as trouvé? Bah écoute, c'est très bien. Par exemple là, alors donc là, donc c'est un travail que tu fais, tu vas peut-être... Ouais. Là par exemple, prenons le cas là, annotation sur ce prélèvement, cicatrice, donc c'est une note... Mais ça c'est pas moi. L'annotation, c'est quelqu'un qui répond, je vois pas très bien. Vue du camp d'été, occupé par les campagnards d'été vers la station Concordia. Ah si, c'est moi, pardon. Sortant et entrant. Les membres des deux stations prennent leur repas ensemble à Concordia. Oui, c'est moi. Là, ça. tu relèves les traces dans la neige par les déplacements. Mais il y en avait une autre, voilà, ici. Ça, je trouve, par exemple. Là, tu es en train de conduire ce bazar. Là. T'as raison. Oui, c'est mon atelier en fait. Oui, c'est-à-dire que je reste 20 jours dans un tracteur, bon voilà. Et puis au bout d'un moment, mon tracteur devient mon atelier, mon lieu de travail. Donc je dessine des cartes avec le scotch aluminium que je trouve. Je fais des dessins animés sur les vitres. Voilà, donc il me prenait un peu, je pense, pour une cinglée. Bon, il y en a, ils regardaient des films de cul aussi, et d'autres qui écoutaient France Culture. Enfin, chacun fait comme voilà. Documentaire absolument génial. Les pratiques. Voilà, c'est ça. Donc chacun son truc. Parce que c'est quand même... Tu conduis un énorme bazar, on en voit un dans la vitre là. Oui, c'est ça, on amène du pétrole en fait. Tu es toute seule dans la cabine ou vous êtes... Oui, je suis toute seule. Toute seule dans la cabine, à conduire un truc, et tu ne peux pas t'arrêter, il est hors de question, c'est impossible parce qu'il fait trop froid, etc. Et ça dure combien d'heures dans la journée cette affaire-là? C'est plus de 12 heures, 12-13 heures. Sachant que le soleil se couche jamais. Jamais. Et puis en tant que femme, comment on urine, comment on fait. Enfin, il y a toutes ces questions qui sont des questions que j'ai soulignées. Et on m'a dit, bon, écoute, t'es là, t'as déjà la chance d'être là. Qu'est-ce que tu vas parler de tes problèmes? Ben oui, mais c'est quand même un vrai problème. C'est que moi, je peux pas faire pipi par la fenêtre. Bon, bref. Donc voilà. Donc on est dans ces histoires, mais voilà. Mais les gens qui vont sur la Lune, c'est pareil. Qui vont dans la station Mir, tout de suite, c'est ces questions qui sont posées. De Pesquet, là. Oui, voilà. Bien sûr. De Pesquet, voilà. Sur Pesquet. Voilà. Vous connaissez? Bien sûr. Bien sûr. L'astronaute français. Ben oui. Où c'est. Alors, il y a quelque chose qui, comme tu parles de Pesquet, il y a un truc qui est quand même assez intéressant sur quand il y a eu ces expéditions pour aller sur la Lune avec ces. Alors, j'ai pas l'effet exact, mais on en parle beaucoup. Ces cosmonautes qui ont revendiqué le droit au hublot, alors qu'ils ne devaient pas avoir de hublot, et il y a eu comme un mouvement presque de grève en fait des. C'est il y a longtemps. Oui, mais attends, c'est quel Apollo? Est-ce que c'est dans la mission justement, je suis désolée, j'ai pas mais si tu as des informations précises, ça m'intéresse. Parce qu'il y a un truc ils ont eu le droit au hublot. Et ça pose la question de l'architecte, à quoi on sert. Et finalement, c'est peut-être le droit à la fenêtre et à regarder le paysage. Il y a l'usage et puis il y a la poésie, il y a toutes ces choses-là. Et ça questionne le rôle d'architecte. Le droit au hublot, quoi. Le droit au hublot, quand même, s'il s'avère que dans la mission Apollo, le droit au hublot a été accordé au final, il faut savoir que dans la mission Apollo 8, qui est la première à faire le tour de la Lune pour revenir sur la Terre, donc en fait, le vaisseau est envoyé comme ça et il jouit de l'attraction. Ça, c'est la Lune, l'attraction lunaire, comme ça, qui lui permet de rebondir comme un boomerang vers la Terre. Il y a un hublot. Comme il y a hublot, on leur a donné un appareil photo comme ça, etc., pour photographier les cratères de la Lune. Et puis le gars, il voit, par le hublot, la première fois, ce qu'un humain peut voir, il voit la Lune au premier plan, puis là-bas, il voit la Terre. En fait, c'est une vision. Et il braque son truc et il fait une photo qui est une photo non commandée par la science, ou que sais-je, qui est la fameuse photo qui sera ensuite redressée, parce qu'on voyait la Lune verticale. On estime que pour la gravité, enfin je pense que c'est empirique, il faut mettre le mot. C'est quand même intéressant.
Là, ce que tu fabriques, c'est que tu mets des scotch sur le c'est le pare-brise, parcours que oui. je suis en train de dessiner, en ça. fait, avec mon propre tracteur, Donc, parce que c'est des pistes qui ne sont pas dessinées, enfin, parce que la glace dérive. Donc la route GPS est toujours la même, mais la trace est différente chaque année. Ça, c'est très intéressant, une sorte de socle qui bouge, qui coule comme ça, vers la mer, en fait. Bon, alors, Catherine, on va s'arrêter brutalement de ton univers pour intégrer un autre univers. Alors là, ça fait évidemment totalement rêver aussi. C'est une île extrêmement isolée du sud du Pacifique, Tristan de la Cunha. Atlantique. Atlantique, oui. Atlantique. Pas loin de Sainte-Hélène, en fait, c'est ça? Ouais, enfin, 2-3 000 km quand même. En fait, c'est l'île, c'est le lieu le plus isolé du monde, mais surtout parce qu'il n'y a pas d'aéroport, en fait. Donc, alors, on voit bien, pardon. Non, vas-y. On voit à droite un peu le mode d'emploi, enfin le menu plutôt. Franchement, allez voir. Enfin, je me permets de faire un cut comme ça, brutal. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction? Tu où cette île? C'est Tristan da Cunha. En fait, c'est dans l'Atlantique Sud, tout en bas de l'Atlantique Sud. C'est la petite tache noire. Ouais. C'est au niveau de la plaque du sud. Là, qu'on voit là, ici. Ouais, voilà. Donc elle est parfaitement équidistante des deux continents. Voilà. Donc tu as Sainte-Hélène qui est un petit peu plus au nord. Elle est à équidistance de Sainte-Hélène, du Cap et puis du Brésil, ou je ne sais pas trop où. Et c'est anglais en fait, c'est une île anglaise en fait. Vincent Leroux. On est parfaitement dans les temps, 3/3. C'est pas beau ça? Enfin, après, ce serait bien qu'on puisse se croiser un peu davantage, mais enfin, je pense qu'on a pas mal croisé. Je pense qu'en parlant de l'une, on parle de l'autre, et réciproquement, il faut que ça marche, en fait. Alors, en fait, les sources, elles sont triples. Production, à partir du book que tu m'avais passé, de travaux. Recherche, à partir de la thèse. La thèse est en ligne, je vous le signale, en accès libre en ligne. Donc, si vous voulez vous y rapporter, ça peut intéresser bon nombre d'entre vous. J'en donne le titre, on y reviendra. La ville et la terre, apprendre de Bamako, le cas de Bozo Bougouni, un quartier autoconstruit. Et enfin, une fiche d'enseignement. Non, plutôt c'était le projet que tu avais écrit pour ta titularisation en tant que maître assistant, maintenant maître de conférence, ici même. Alors voilà, donc tout de suite, passons à ça. C'est ton travail de diplôme, que je connais assez bien. C'était mon directeur. Je n'ai pas mis pour ça, mais parce qu'il est représentatif d'une trajectoire qui démarre. Là, on est à l'école de Normandie, dans le parc de l'école de Normandie, je ne sais pas si vous voyez. Et immédiatement à côté, c'est un travail qui est extrait de la thèse. Entre les deux, il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Là, d'ailleurs, on a les dates 2008, 2005, 2014, une dizaine d'années, ouais. Et c'est moi qui ai mis en rouge en dessous ceci, qui me semble être la définition la plus belle que j'ai trouvée via un enseignant philosophe qui était le directeur de l'école de Lille, Gérard Andron, pour ne pas le citer, de ce qu'on appelle le bricolage. Dans le plein sens du terme, au sens des distinctions. Faire avec et mettre ensemble. Tout à fait. À gauche, c'est effectivement mon diplôme d'architecte des PLG. Je me questionnais sur la survie. On était un peu dans le refuge. Ah ouais. Sur la survie en contexte urbain. Et là-dedans, je mettais les bidonvilles, les camps de réfugiés, les SDF, tout un tas de situations problématiques d'actualité. Il me semble que l'expérience des tubes en carton de Shigeru Ban venait de sortir, non? Oui, c'était assez récent, effectivement. La Paper Log House. L'idée, c'était de collectionner dans mon environnement, celui de l'école d'architecture en Normandie, de collectionner des matériaux gratuits, des matériaux disponibles, abondants. Et ensuite de voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Et de questionner à cette occasion-là quel pouvait être le rôle de l'architecte
dans cette invitation à la construction. Donc j'ai collectionné des matériaux pendant 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que j'avais suffisamment de matériaux en réserve, je me suis mis à expérimenter directement à l'échelle 1 des formes et pour une première partie de réponse par rapport à cette question du rôle de l'architecte, ça a été de convoquer la géométrie. La géométrie en tant que structure de forme, c'est-à-dire comment convoquer un savoir de géométrie pour le passer directement dans l'espace avec ces matériaux de récupération. Alors ce qui était très intéressant là-dedans, c'est que les volumes qui étaient produits coûtaient presque rien. À part, j'ai investi un peu dans du cordage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui coûte là, c'est quand même le lien. Les liens, oui. Ouais. Mais bon, c'était pas 5 francs à l'époque, la limite? C'était en euros quand même. Quand même. 5 euros, alors, non? Moi, c'était pas grand-chose, une bobine de ficelle, ça va pas faire très loin. Donc ça m'a permis, avec très peu de sous, de produire plusieurs volumes. Il y en avait plusieurs dans le parc, je ne me rappelle plus combien. Et la photo en haut à gauche, c'est la première qui a été faite. Là, c'est une photo qui a été prise à Bordeaux sur une place. Ah, ce ne serait pas la fameuse place Léon Coq, non? Non, c'est rue Henri IV à Bordeaux. Je ne me rappelle plus le nom de la place. Et j'ai demandé à un copain de venir m'aider. Et donc, elle était toute de guingois, forcément, parce que c'était la première. Les liens n'étaient pas très beaux. Les tubes dépassent. Mais c'était une première façon d'essayer ça. Et ce qui est très, très bien là-dedans, c'est qu'elle a été faite. Voilà, on a mis quelques heures à la fabriquer. Et puis, ensuite, on l'a tout de suite repliée, détruite. Donc, ça a été un moment de création et puis de disparition aussi. Et aujourd'hui, quand je passe sur cette place, j'ai encore la mémoire de cet événement. Et ça m'a beaucoup marqué après dans mon travail. Le fait de pouvoir développer une forme et de la refermer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc à droite, on est cette fois au Mali. Oui, alors là, c'est une collection... on va aller plus vite peut-être sur celle de droite. De choses surprenantes que j'ai photographiées à Bamako. On pourrait être à Igloulik. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça pourrait être une démarche de les documenter un peu mieux que ça. Mais bon, là, c'est des photos prises sur le vif très rapidement, de situations surprenantes. Alors, une autre chose, pensez, c'est moi qui ai rajouté en dessous là, la citation extraite de votre pensée dans une économie faible. Donc là, ça se rapporte peut-être surtout à la proposition de gauche, plus que celle de droite. Oui, celle de droite aussi. Oui. En 2 mots, très vite, donc là c'est... Vas-y. L'image de gauche, c'est un concours d'architecture qui s'appelle Mini Mouse. C'était la première édition du concours. Et ce projet a été primé en tant que, je ne sais plus, projet coup de cœur. Ça a été remarqué. L'idée, c'était de faire un abri pour SDF sur la base d'un bouquiniste, de la structure du bouquiniste. Et alors on déplie la boîte du bouquiniste et ça vient créer un logement d'urgence, un espace de survie en ville. Et ça s'est appelé dormir sur les ponts et pas sous les ponts. Et puis à droite, c'est un autre concours, le Grand Prix d'architecture pour l'Académie des Beaux-Arts en 2010. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que première partie de concours, ils n'avaient pas défini de lieu pour le projet. Et moi, j'étais déjà à Bamako pour faire ma thèse, donc j'avais situé ce projet à Bamako. Ah d'accord, c'est ce qu'on comprend. Et pour la deuxième partie, ils ont décidé que le projet devait absolument s'inscrire en Europe. Alors j'ai dû transférer ce que j'avais produit pour Bamako et pour le ramener en Europe. Et ça, c'était très intéressant parce que ça a fabriqué une sorte
déterritorialisation. L'acculturation de vous. Ouais. Le fait d'avoir produit quelque chose pour une économie faible et de ramener cette chose dans une économie forte, ça a provoqué une sorte de bouleversement. Là, ce qu'on voit, c'est la proposition européenne de cette affaire. C'est la proposition initiale pour Bamako. Ouais. Ah, d'accord. Et là, alors, je travaille sur un cycle. C'est une idée que j'avais empruntée à Yona Friedman, le fait de cultiver un matériau, le bambou, pour pouvoir ensuite, en cas d'urgence, pouvoir le couper et subvenir aux besoins de l'urgence. D'accord. Donc l'espace de base, en fait, c'est un parc, et le parc peut proposer un lieu de survie en cas de besoin. Et juste en un mot, si on peut dire, la transposition à la situation européenne, elle tient à quoi? On n'a pas d'image là. Mais... À la matérialité. Donc c'est plus le bambou. J'ai repris le principe, si, c'est toujours le bambou, c'est toujours un lieu de culture. Le projet s'appelle Cultiver le risque, dans cette idée de proposer une réserve pour un cas d'urgence. Et quand tu dis que les matériaux changent, la matérialité change? Non, c'est le même matériau. Oui. La proposition pour l'Europe a été faite en bambou aussi. Et qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé? Le niveau de confort, le niveau de confort. C'est-à-dire qu'il y a aussi une condition climatique. À Bamako, déjà une ombre suffit pour créer un espace, la plupart du temps, à part les 2 mois de pluie. Alors qu'en Europe, évidemment, il faut se chauffer, il y a des couches d'isolation à rajouter, donc c'est pas du tout la même chose. Alors on passe à la suivante. Une architecture vernaculaire contemporaine, j'ai ajouté. Donc là, on est de plein pied dans la thèse. Ouais. Et tu vois, c'est moi qui ai ajouté là-haut, construction en terre crue, mais pas que. Non, pas que, tout à fait. En fait, la terre crue, c'était un... Disons que pour que les choses soient claires pour les étudiants, à gauche, on est dans les références pour le historique vernaculaire. On est dans le pays d'Ogon. Ouais, tout à fait. Parce qu'à droite, on est sur le quartier que tu as examiné plus particulièrement, dans les faubourgs de Bamako, c'est ça? C'est en plein centre de Bamako. Ce que les gens appelleraient ce qu'on appelait longtemps des bidonvilles, mais non, tu récuses ce terme parce que d'abord, il n'y a pas que des bidons. C'est pas une ville faite que de bidons, elle est faite de terre aussi, de tôle, de bois. Oui, tout à fait. La question de la ville en terre, c'est comme ça que je suis rentré dans la recherche. J'ai remarqué que au Mali, c'était un matériau, la terre, qui était en train d'être abandonnée, mais en Europe, c'est un matériau qui commençait à se présenter comme le matériau du futur. Et dans cet entre-deux, je me suis dit qu'il y avait un sujet, il y avait quelque chose à creuser. Et donc j'ai pris la décision d'aller enquêter sur ce terrain où la terre était en train d'être abandonnée, mais elle était encore vivante. Et donc j'ai cherché à Bamako des endroits où la culture constructive en terre était vivace. Et les terrains qu'on m'a conseillés, c'était en fait les quartiers les plus pauvres de la ville. Parce que c'est la première évidence pour les gens pauvres que d'utiliser ce matériau-là de façon spontanée. Et donc c'est devenu mon terrain de recherche. Mais avec cette idée que ce que je trouve comme qualité dans cette architecture qu'on peut appeler spontanée, elle peut avoir des applications à Bamako tout de suite, puisque ça existe, et il y a juste à les relever, à les documenter pour les donner à voir, pour les montrer. Et puis, ce qu'on apprend à Bamako, je pense qu'on peut aussi le transférer vers l'Europe. Ce que j'ai opéré, ce que j'ai expliqué sur le projet précédent avec Cultiver le risque. C'est-à-dire que les qualités de ces espaces, ou de ces processus plutôt, peuvent être interprétées, transférées, déterritorialisées. Et donc c'est sujet à invention aussi.
Et la thèse fabrique un cours de théorie que je dispense ici à l'école en processus de conception. Alors, pendant le temps où la chose se rallume, la thèse, si j'ai bien compris, c'est aussi lié à une intervention que tu avais donnée dans le séminaire Constellation il y a quelques années, sur ta méthode, la méthode de la recherche. On pourrait dire, moi j'ai retenu, suite à tes propos, en les recombinant un peu, mais on est toujours dans cette relation-là d'échange en fait, une thèse en 3 axes ou en 3 actes. D'une part, qui tient de l'ordre d'un mot-clé qui serait l'apprentissage. Tu parles de learning from, on sait très bien d'où ça vient le learning from, enfin, mais un learning from inversé, quoi. C'est-à-dire matériellement, du sud vers le nord, et non pas du nord vers le sud. Politiquement, il s'agit d'un manifeste situé, on pourrait presque dire. C'est pas un manifeste qui s'apposerait aux situations quelles qu'elles soient, mais qui part d'un terrain particulier. Et méthodologiquement, alors là, ce sont mes mots que j'ai mis en poussant un peu l'affaire. C'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va le voir dans les images mais on peut déjà se le représenter avec ce qu'on a dit, c'est qu'on pourrait dire qu'on apprend une architecture de l'oralité. Oui, tout à fait. Donc on est dans la culture des griots, pas que sans doute, mais en particulier ça existe toujours. Je pense que c'est toujours vivace, non, dans cette Afrique-là, cette partie-là de l'Afrique. Et donc c'est une architecture à la fois du geste et de l'oralité, la transmission orale, qui n'est pas écrite. Ça c'est quand même assez passionnant à envisager. Alors ensuite, dans un deuxième temps, sur l'instrumentation, c'est là où j'ai mis toute forme partageable avec CR, Catherine Rano. C'est peut-être, enfin, si tu as inventé, entre guillemets, son instrumentation. Je mets des guillemets, parce qu'évidemment, c'est réinventé. Un inventé sur les épaules d'un chef. On va chercher des choses qui existent déjà, mais qu'on combine à sa manière. Donc le passage du plan à la carte, qui est vraiment fondamental, et dont on va avoir une illustration importante, en particulier sur le quartier de Bougouni. La leçon de l'arpentage. J'ai utilisé l'arpentage parce que tu l'utilises, mais Catherine aussi l'utilise. Ce qu'on peut appeler l'analyse a posteriori. C'est peut-être le terrain qui commande, c'est le passage du terrain, le fait de mesurer le terrain avec ses pieds ou avec ses mains, qui nous amène à réaliser ce qu'on est en train d'analyser et à pouvoir construire les choses. Et enfin, l'appel à témoins, au sens propre comme au sens figuré du terme, ça aussi c'est présent chez toi, Catherine. C'est-à-dire, évidemment qu'on n'est pas dans un milieu qui n'est pas habité, il est peuplé de gens, d'expériences, d'expertise, donc des expertises usagères et pas que, et habitantes. Donc il s'agit de faire aussi parler les gens et les situations qui sont toujours différentes. Ça c'est le deuxième point. Et ensuite, troisième point, troisième acte, inventer, entre guillemets, sa méthode. C'est le joli terme de montée en théorie. Tu as été prendre chez une de tes jurés, pas ta directrice, comment ça s'appelle, pigeonner, Philippe Potier. Piétonner. Colette Pétonnet. Colette Pétonnet, c'est chez elle, je crois, non? Oui, elle explique qu'il vaut mieux partir du terrain pour accéder au concept que de faire l'inverse. Ouais. C'est ce qu'elle appelle la montée en théorie. On n'imagine la pâte d'un gâteau qui lève. Mais elle est anthropologue? Oui, elle est anthropologue. Okay. Oui, alors comment... Complexité par l'inventaire, l'empreinte du plan à un tiers, en l'occurrence Henri Lefebvre, de ton plan de terre, la montée en théorie et l'observation flottante. Ah oui, c'est elle qui parle de l'observation flottante. Bah, comment faire peut-être comme ça, par exemple? Je te propose ça. Là, voilà ça. C'est des fragments. Hein, là, par exemple, on pourrait dire il y a l'appel à témoins. Ouais. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Eh bien, à droite, c'est une fiche d'enquête. J'ai fait, avant la thèse, j'ai fait une vingtaine d'enquêtes dans 2 quartiers différents, et pour la thèse, je me suis ciblé sur un quartier, et donc une dizaine d'entretiens sous forme de fiches, comme ça. Dans chaque fiche, il y a la photo du chef de famille, qui est aussi autoconstructeur la plupart du temps. Il y a le tableau du cursus urbain, c'est-à-dire quel itinéraire l'autoconstructeur a parcouru. C'est une façon de comprendre d'où vient sa culture constructive. C'est un rapport entre
l'itinéraire d'une personne et puis des cultures constructives territoriales qui peuvent être variables d'un territoire à Il y a un l'autre. mot qui est peut-être pas approprié parce qu'il sent vraiment la vache avec son collier, mais c'est la traçabilité. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, c'est une des questions fondamentales qui est dans la thèse, c'est le rapport entre le territoire et une culture qui habite ce territoire. Et moi, ce qui m'intéressait dans Bamako, c'est est-ce que Bamako n'est pas une mosaïque de toutes ces racines culturelles dans le territoire? Dans quelle mesure cette diversité de cultures qu'il y a dans le pays, le Mali, il faut savoir qu'on a répertorié une quinzaine de cultures différentes, donc une quinzaine de façons de construire, de façons d'habiter. Et tout ça se retrouve dans Bamako, dans une mosaïque avec plein de facettes. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de retrouver le chemin des racines pour aller voir dans le territoire comment ça prenait sa source et comment ça se manifeste dans la vie. Alors, cut. Ici, le plan de la carte, à l'œil et à la main, pour reprendre ça, c'est des guillemets. Alors à gauche, là, ce sont des minutes de relevé qui sont faites sur le sol, qui sont faites sur le terrain. Donc là, on est sur le quartier sur lequel tu fais ta thèse. Ouais, c'est des formats A4. À chaque format, je représente un fragment de quartier. Et sur un dimanche d'enquête, j'arrivais à faire 1 ou 2 A4 à main levée, comme ça, au crayon. Ça représente quelle dimension, ça, un A4 Non, la dimension, je ne parle pas de la dimension du A4, mais on est à quelle échelle plutôt? À quelle échelle? C'est à peu près du centième, mais c'est une échelle, on appelle ça échelle relative, c'est vraiment à l'œil, c'est des rapports de proportion. C'est-à-dire que si la maison fait telle longueur, alors elle fera telle largeur. Tu ne peux pas sortir ton objet, non? Ah oui, mais alors mon objet, il n'est pas dans cette stratégie-là. Ah bon, d'accord. Parce que c'est à l'œil. Oui, parce que c'est à l'œil. Je n'ai pas utilisé un mètre, rien du tout, c'est vraiment à l'œil. Et puis, alors, à droite... Excuse-moi, mais les 3D que vous avez vus, qui ont été redessinés par les architectes, ils l'ont fait à l'œil aussi. Voilà. Ah oui. À l'œil, avec des supports photographiques. Voilà, mais ils ont fait à l'œil. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de chiffre en fait. Voilà, fermez la porte. Moi, c'est André Ravero qui m'a... Enfin, j'ai lu ça chez André Ravero, il expliquait que c'était pas important d'avoir la précision du centimètre et que... Au moins pour cette architecture-là. Oui, pour ce type d'architecture. Ça, c'est important de le préciser. Ouais. Et que c'était plus important de faire l'effort du relevé plutôt que de ne pas le faire en se disant on n'a pas la précision. Il vaut mieux le faire pour que ça existe. Tu peux montrer peut-être à la caméra comment tu étalonnes cette architecture-là, non? Comme ça? Ouais, comme ça. Mais vraiment là, c'était... Il n'y a pas ça aussi? Il n'y a pas le bras là? Non, oui, alors on pourrait... En fait, cette architecture-là, elle est construite en mesurant avec l'empan, avec le pas de main, on appelle ça... on dit un pas de main, c'est-à-dire qu'on mesure les choses comme ça par des dimensions corporelles, en fait, ce qu'a réutilisé Le Corbusier dans le Modulor, ça a toujours existé. Oui, mais là, la particularité, c'est que ça a son sens dans la mesure où ce pas de main, c'est non celui qui évalue approximativement la dimension, mais aussi celui qui fabrique. Oui. C'est la même main qui fabrique avec la terre. Exactement, c'est un outil de constructeur et c'est aussi un outil de relevé, on pourrait dire, et de compréhension. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, on peut presque lire dans l'espace ces dimensions corporelles. Et ça, c'est vraiment un outil de compréhension, une clé de lecture. Alors, on aurait pu passer à la suite de faire ça, mais avant cela, on passe à celle-là tout de suite et j'y reviendrai. Learning from matériellement, une architecture du geste et de l'oralité. Donc voilà, là on est par exemple, ce qui est vraiment beau, c'est les petites photos noir et blanc là en bas, qui rendent bien compte, on a l'impression d'être chez... Marais. On avait montré des images, là, vous vous souvenez, Bruno Latour, etc., ce texte sur le... Donnez-moi un fusil et voilà. Et si ce n'est que c'est un autre albatros dont il s'agit, ou pélican, c'est un pélican humain qui est en train de fabriquer une maison. Bah là, c'est un maçon qui travaille à 2 mètres de hauteur sur un mur. On le voit
là juste au-dessus, il est debout sur le mur et il recule en posant 2 rangs de briques l'un sur l'autre et il recule de façon à ne pas marcher sur le travail qu'il est en train de faire parce que c'est un mortier qui est tout frais et donc s'il marchait dessus, ça risquerait de tomber. Ouais. Et là, ce que je montre ici, c'est que ces constructions ne sont pas, comme on pourrait le penser, quelque chose d'improvisé, mais c'est complètement maîtrisé. Chaque geste est calculé et chaque geste est l'expression d'une culture qui se réalise dans la ville contemporaine de Bamako. Alors évidemment, ce document-là, il est vraiment important parce qu'il est assez, je dirais, me permet de dire séduisant aussi, quoi. Il y a quelque chose d'assez puissant dans ce document-là, et donc ça, c'est ce que révèle l'enquête, c'est moi qui l'ai ajouté. Ouais. Direction des vents, ta définition, enfin la légende, direction des vents en saison sèche à gauche et en saison des pluies à droite. Ouais. Donc ce que tu relèves, c'est qu'à avoir fait ces relevés à l'œil et à la main, corporellement, on pourrait presque dire, tu mesures d'autant mieux le sens des choses, le sens de l'orientation. Et donc en particulier, sans doute que étant l'expérience du corps dans ce contexte-là, t'amène à peut-être percevoir à un moment donné qu'il fait frais dans un sens et pas dans l'autre. Ouais. Or, ça se trouve confirmer l'orientation générale que tu n'avais pas pressentie. Non, tout à fait. Et que peut-être les gens eux-mêmes ne réalisent pas. Ne réalisent pas. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai fait les relevés de fragments, ensuite j'ai tout assemblé et tout redessiné sur une photo satellite, de façon à avoir la précision de l'ensemble. Et puis, au cours de l'écriture, je me suis dit, mais j'ai ressenti des choses sur place déjà qui sont difficiles à écrire, et d'autre part, que je n'arrivais pas à visualiser. Alors, j'ai utilisé ce support de la carte que j'avais fait pour exprimer ces choses qui m'étaient difficiles de rédiger par écrit. Et une fois avoir représenté ces choses-là, c'était beaucoup plus simple d'écrire, déjà. Et puis ensuite, ça permettait de visualiser ce que j'avais ressenti, moi. Par exemple, je me revois dans la cour de Moussa, mon principal contact sur place, et je sentais un courant d'air frais qui arrivait entre 2 maisons. Et j'ai commencé par représenter ce courant d'air-là que j'avais vécu. Et ensuite, je me suis mis à repérer tous les endroits qui ressemblaient à cet entre-deux. Et je les ai tous représentés dans le même sens. Et c'est là qu'est apparu ce document. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, j'ai représenté ça, j'étais en France. J'avais fini mon terrain de recherche. C'est-à-dire que la représentation, elle peut permettre de révéler des choses, même quand on est à distance comme ça. Mais je trouve que ton diplôme, il décrit vraiment bien, enfin ton doctorat, en fait, pour moi, décrit vraiment ce que doit être, à mon sens, un doctorat d'architecte, en fait. C'est-à-dire, effectivement, la représentation, le dessin, qui sont nos compétences, nous aident à penser, et nous aident à écrire, ou les films, l'image, etc. Et je pense que c'est vachement important qu'on se pose tous cette question, c'est quoi un doctorat d'architecte? Et c'est pas que écrire, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est Jean-Paul Loub qui m'a... C'est à la lecture de Jean-Paul Loub que j'ai eu cette intuition. Son ouvrage, l'architecture c'est le sauvage, traité d'architecture sauvage. Ah oui, tu l'as mis dans le... Il explique que une façon d'assumer la présence des constructions de type bidonville, c'est de rester architecte et de les représenter comme architecte, en tant qu'architecte. C'est-à-dire avec nos outils, plans, coupes, façades, axonométrie, etc. Et c'est une façon de les ramener dans notre champ. L'agence internationale, c'est ça. Avec ton agence internationale. Moi, je propose peut-être une chose, parce qu'on ne peut pas tout traiter là, c'est que peut-être vous montriez maintenant vos objets. Pour terminer la séance. Elouane, dans quelques années... Est-ce que vous y retourneriez avec une volonté de pousser encore la recherche ou de plus un constat plus personnel ou vraiment avec un protocole Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des espaces qui changent en permanence. Ça change tous les jours. Et
et même en interne. Je veux dire, une construction, elle est fragmentaire, donc elle se renouvelle sur elle-même en permanence. Moi j'ai fait un relevé à un moment T, et demain on peut y retourner et constater tous les changements qui ont eu lieu. Et ça c'est super intéressant. Ça peut être un domaine d'étude du coup. C'est-à-dire un cas d'étude Domaine d'étude, c'est... Non, pas d'étude. Un sujet de recherche, tu veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Et même si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre pourra aller le faire et continuer ce travail. Lequel j'ai pas suivi, excusez-moi ce que j'étais. De constater l'évolution dans le temps entre deux. Ah oui, parce que... En fait, c'est la nature des matériaux, leur fragilité, qui fait qu'il y a un nécessaire renouvellement permanent. C'est parce que c'est fragile que c'est vivant, quelque part. Il y a cette équation. Ok, alors je propose que vous montriez maintenant vos objets respectifs. On va les examiner en musique. C'est incroyable. Je trouve qu'il y a un truc très étonnant parce que l'équipe on le connaît un tout petit peu, sauf que celui de Catherine, je ne l'ai pas eu en main l'année dernière, c'est super frustrant. Donc je veux. Le tien, je le connais assez bien. Et ce qui est très étrange, c'est incroyable. Franchement, c'est fantastique. Enfin, je sais pas, peut-être. Alors j'ai trouvé dans une décharge. Ouais. D'ailleurs, on dirait. C'est drôle parce que c'est un os, ce sont des os, n'est-ce pas? Et celui-là, on dirait presque un visage. Enfin... c'est redessiné au feutre par un enfant. En fait, il y a plusieurs techniques. En fait, il y a un enfant qui a dessiné des dents, si tu le retournes. Pardon, merci. En fait, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça à la décharge d'Igloulik. J'ai appelé ça des objets de décharge inconnus. C'est-à-dire que dans la décharge, je trouvais des machines à laver le linge, je trouvais plein de choses que je connaissais. Et il y a 2-3 objets que je ne connaissais pas. Donc c'est cet objet-là. Donc en fait, j'ai un peu demandé ce que c'était. Et en fait, c'est un bilboquet, c'est un jeu pour les enfants. Voilà. Donc moi, je ne sais pas m'en servir. Moi, mes enfants, mes enfants y arrivent parce qu'ils sont beaucoup plus patients que moi. Moi, j'y arrive pas. Et en fait, c'est utilisé dans les camps de chasse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un animal qui est chassé. Donc, j'explique ou pas? Oui, je continue l'explication. Oui. Bah oui, il faudra lui. Oui, vas-y. Et après, en fait, c'est un animal au départ qui est chassé. Donc, c'est l'été, ils vont chasser. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un moyen de subsistance. Mais donc ça, c'est fait avec les ossements en fait de l'animal chassé. Ça devient un jeu. Voilà, pour occuper les enfants pendant que les parents vont à la chasse. Donc voilà, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, une sorte de cycle comme ça, d'objets chassés, objets de jeu. Et là, ça fait lisser à la décharge parce que il y a quand même maintenant, il y a des écrans de télévision, ils vont de moins en moins chasser, ils vont... bon voilà. La corde était déjà... c'est toi qui Oui, non, il y était. Non, j'ai trouvé vraiment comme ça, dans un tas, avec des petits bouts de fourrure aussi qui ne devaient pas être assez grands pour pouvoir faire... je ne vais pas ramener du coup les fourrures. Donc voilà. Et donc en même temps, oui, ça a été illustré et redessiné par... Donc c'est une colonne, pas une colonne vertébrale, c'est une vertèbre de caribou. Et ça, c'est la côte du caribou. Donc voilà. Alors ça, c'est à Igloulik, en fait, le lieu où je suis allée, parce que j'aime bien toujours voir l'arrière des lieux où je vais, si tu veux. Ou si je vais en Antarctique, je n'y vais pas pour la glace, j'y vais pour justement tout ce qu'il y a derrière et comment on arrive à vivre là-bas. Et là, c'est la décharge d'Igloulik. Donc j'ai passé 2 mois dans une décharge, en fait, à faire le relevé de la décharge, qui est pour moi, qui va être la cartographie du mode de vie de ces gens-là, entre guillemets. Alors, puisqu'on parle relevé, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un mètre. Tu nous parlais de la main, tu nous parlais de l'enfant, etc. Et tu nous remets dans le mètre. Attends, moi j'ai le mien aussi. En fait, nous, dans le quotidien, à l'agence, on fait beaucoup de relevés, parce qu'on travaille beaucoup sur du patrimoine. Et donc ça, c'est un outil qu'on a en permanence dans les mains. Et ce qui m'intéresse dans cet outil-là, c'est que ça permet de mesurer le réel pour le rentrer ensuite dans nos machines pour travailler le projet. Mais c'est aussi l'outil pour fabriquer derrière. C'est-à-dire que c'est un outil de transfert. C'est un outil de captation et un outil de fabrication. Et ça, je trouve ça vraiment... On est toujours à nouveau dans la culturation, quelque part. Oui, c'est ça. On prend, on ingère et on jette. Exactement.
Et moi, j'ai le mien que j'ai toujours sur moi. Voilà, que je vous ai amené, enfin que je vous ai amené, il est dans mon sac. Couturière, ouais. Ouais, enfin pas couturière, non, parce qu'il est métallique. Ah, il est métallique. Mais il permet aussi de calculer le diamètre. C'est-à-dire, on se met comme ça, et avec, on peut avoir le diamètre du. Voilà. Ça fait de belles images, ça, voilà. Jean-Pierre. Et ça, voilà, ça je l'ai sur moi toujours. Comme quoi. Bon, les étudiants, ça vous parle? Ça vous intéresse? On ne vous a pas beaucoup entendu encore une fois, mais franchement, là, vous aviez la main si vous le vouliez, hein, mais vous me l'avez laissée. Alors, il ne faut pas me la laisser trop longtemps, je la prends. Enfin, et je pense que vous devez savoir la largeur de votre... Enfin, moi, je sais que c'est 22, je ne sais pas combien c'est. Vous connaissez la largeur tous de... Ça, et puis les pas aussi, les pas qu'on peut faire pour arriver. Oui. 33. Oui, est-ce qu'on est capable d'estimer un pas pour mesurer en mètres? On va finir sur la table, à danser sur la table, mais c'est peut-être une musique de vieux, donc je sais pas. Je fais exprès de... C'est dans les bouchons, je danse là-dessus, dans les bouchons. Donc, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique au Nunavut? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Ils font beaucoup de... Enfin, ils jouent beaucoup de musique et c'est une sorte de rock qui est influencé en fait du pays d'en face, qui est... Avec des os? Non, pas du tout. Ils sont très électrifiés. Et au Mali? Au Mali, il y a plein de musique et de danse. C'est un pays incroyable de culture. Oui. Bon, merci à vous. Merci. Ah oui. J'avais un mot de Marc Dillet aussi. J'ai oublié. Oui, qui devait. Ouais, tout petit mot de Marc Dillet. C'est très rapide, parce qu'en fait, discutant avec Vincent hier au téléphone, je lui ai demandé si Marc faisait toujours partie de votre aventure sur Ah bah oui. Et en fait, donc j'ai appelé Marc, mais bon, c'était un peu tard. Hein. Enfin, il savait déjà, tout le monde l'a su dans le domaine d'études, c'était aujourd'hui. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas se glisser autour de la table, etc. Et il m'a répondu ceci. Bon, c'était pas possible parce qu'il était pris. Merci Emmanuel de ta proposition de participation au cours de processus. Je regrette d'être déjà pris par un autre rendez-vous, ce ne sera donc pas faisable pour moi. Lors de réunions pédagogiques auxquelles nous avons participé avec Catherine Ranoux, il a été constaté et commenté qu'il y avait dans notre collaboration un principe d'hétérogénéité basé sur le fait de nos cursus très différents et de nos générations d'origine. Catherine pourra peut-être en parler. Et comme avec Vincent, nous partageons des analyses rapprochées, entre autres sur la décroissance mondiale et la recherche de moyens d'y répondre de façon actuelle. Bonne séance. Alors, je lui réponds et après, je le remercie, il me dit, je lui demande si je peux faire état de ce SMS. Il dit, Emmanuel, tu es le bienvenu de mentionner ce mot SMS. Il ajoute, lorsque j'enseignais à Chicago à l'Université de l'Illinois, un nouveau dean, doyen, est arrivé et a tout remodelé des associations d'enseignants dans les groupes pour redynamiser les débats et la qualité de la pédagogie. Le confort, comme un certain inconfort, où les remises en question sont essentielles dans l'enseignement et la vitalité des cours. À bientôt, Marc. Salut Marc. Bien dit. Il y a autre chose qu'on partage à nous trois avec Marc, c'est le voyage aussi. Le voyage, Marc a beaucoup voyagé, il voyage encore énormément. Et ben voilà, ça c'est. Nous on est prêts à aller voyager, il n'y a aucun problème. Mais pour questionner, oui, la position finalement du voyageur blanc, entre guillemets, parce que pour le Nunavut, je commence en disant, en fait, voilà, je suis blanche, et ça je le sais, et je le sentirai tout le temps, c'est pareil. Et c'est quoi l'architecture, ou l'architecte plutôt, qui va travailler sur d'autres territoires voilà, c'est quoi son rôle? Et c'est plutôt ces questions aussi qu'on se pose en voyageant, en fait. Est-ce qu'on est nécessaire ou pas? Est-ce qu'on est légitime ou pas? Enfin, c'est très inconfortable, en fait, finalement, je trouve. Hier, j'ai assisté à un réalisateur là, de documentaire, Stéphane Breton, et qui parlait de cet ennui, c'est-à-dire qu'il faut s'ennuyer pour qu'à un moment émerge des questions, émerge quelque chose dans un lieu, en fait. Mais si on fait juste passer et on repart, on n'est que dans l'éblouissement. L'éblouissement ou le jugement. Et à un moment, il faut rester et il faut s'ennuyer comme tout le monde, il faut n'avoir rien à faire. J'ai déjà parlé d'Avignon, des spectacles à Avignon, sous les certains que je n'ai pas vus, 12 heures d'affilée pendant la Voilà, et là, tu as des choses qui arrivent. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Bon, merci en tout cas, super. Bientôt.